Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Emma Gainet, je suis chargée de mission animation territoriale de la politique de l'eau à la direction de l'eau et la biodiversité. Donc je m'occupe des sages et aujourd'hui je vais vous faire un rappel de cette procédure de révision de ce qui est inscrit en fait dans le code de l'environnement. Et je vais aussi évoquer avec vous le manque d'agilité en fait de cette procédure et du coup le travail qu'on envisage de lancer dans le cadre de la réforme des sages sur cette procédure de révision. Donc, tout d'abord, en fait, il y a deux types de procédures qui existent dans le code de l'environnement, c'est la révision et la modification. La modification, c'est une forme de révision allégée, donc avec des consultations en moins, une évaluation environnementale au cas par cas. Et donc, moi, je vais commencer par vous parler de la révision complète, en tout cas le terme de révision. Donc, le premier exemple que je vais prendre, c'est le besoin d'une révision donc, que je vais appeler totale. En fait, c'est un peu une élaboration bis, c'est-à-dire après plusieurs années de vie, le sage décide de se mettre en révision et a besoin, en fait, pour avoir des modifications de documents cohérentes, de reprendre plusieurs étapes clés de l'élaboration. Donc, je remercie d'ailleurs le sage Vilaine avec Mathilde qui avait en fait monté un groupe de travail avec des volontaires du groupe national sage pour essayer d'aboutir à la production d'un logigramme sur la révision des sages. Donc ici, le logigramme que vous pouvez voir, c'est dans le cadre du besoin de révision complète, c'est-à-dire après un temps de vie assez long du sage, il faut mettre à jour plusieurs parties du document. Donc là, dans ce cas-là, il peut être recommandé donc, de faire un bilan du sage précédent, de reprendre l'état des lieux, le diagnostic, de se relancer dans une étape de prospective avec l'étape tendance et scénario, de revoir la stratégie de la clé, de reprendre les documents et ensuite de faire les étapes obligatoires de consultation et d'adoption du sage. Donc, c'est le logigramme que vous allez voir voilà, tout de suite. Donc, dans le cadre de cette révision un petit peu totale avec beaucoup d'évolutions, ce qui peut être important de faire, c'est un bilan du sage précédent. Ensuite, il y a l'étape de délibération, de mise en révision de la part de la commission locale de l'eau. Donc, ça, c'est une étape qui est obligatoire. Pour rappel, tous les 6 ans, dans le cadre du R212-47-1, le sage doit délibérer sur la nécessité de se mettre en révision ou non. Donc, dans le cadre de cette révision complète, il peut être intéressant de mettre à jour l'état des lieux et le diagnostic. Donc, une nouvelle fois, ça dépend de combien de temps date l'élaboration du sage ou la dernière révision et donc du besoin d'intégrer de nouvelles connaissances. Il peut aussi être souhaitable de solliciter les services de l'État pour faire le point sur les données du territoire. Concernant l'étape tendance et scénario, si cette phase en fait ne ressort pas comme obligatoire, certains comités de bassin l'imposent dans le cadre de la révision. Et ça peut aussi être intéressant de recentrer les réflexions sur l'évolution du territoire, donc de reprendre cette étape de tendance et scénario. En parallèle de ça, le sage, en tout cas la clé, décide de lancer la concertation préalable quand elle le souhaite. Le sage peut décider donc de définir ses modalités propres, par exemple en n'organisant pas de concertation préalable et en faisant une déclaration d'intention, ou bien de lancer un travail avec la CNDP. Ensuite, concernant l'étape de stratégie de la clé, étant donné que c'est un petit peu le socle du sage, donc une nouvelle fois, ça dépend du niveau de révision qui est lancé. Mais il peut être intéressant de reprendre cette stratégie et de la faire valider en séance plénière. Donc voilà, c'est le petit V bleu que vous voyez là sur le diapo, c'est-à-dire que la validation en clé peut quand même être intéressante. Donc ensuite, il y a toutes les étapes de rédaction, donc de reprise des documents, du PAGD, du règlement et ses documents cartographiques. En parallèle de ça, il y a l'évaluation environnementale qui est obligatoire. Son contenu est fixé par 2 articles du Code de l'environnement, le R122-20 et le R212-37. Donc là, il n'est pas inscrit sur le diapo. Je penserai à le rajouter quand les supports vous seront transmis à la fin de la présentation. Donc ensuite, il y a donc le rapport environnemental qui est rédigé et en fait, à la fin, on reprend un petit peu les étapes classiques de l'élaboration, c'est-à-dire que le projet de sage est validé en clé. On a les étapes de consultation avec des niveaux de délai qui varient avec le comité de bassin et le comité de gestion de poissons migrateurs qui sont sans délai, par exemple. Et sinon, toute une liste de consultations qui sont détaillées dans le R212-39 avec le cas particulier du PNR qui est de 2 mois. Donc ensuite, c'est la reprise un petit peu des étapes classiques avec la participation du public par voie électronique, l'adoption du projet par la clé, le préfet qui peut modifier ce projet pendant une période de 2 mois, il me semble,
et ensuite l'arrêté final d'approbation par le préfet. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est dans le cadre d'une révision complète de SAGE, mais on peut comprendre que ce n'est pas forcément intéressant de reprendre toutes ces étapes si on veut faire évoluer une disposition, si on veut mettre à jour les connaissances. Enfin, voilà, on ne va pas reprendre la stratégie ni faire un bilan du SAGE précédent si le SAGE date d'il y a 2 ans. Enfin, voilà, il y a toute cette notion de ça dépend de la situation du SAGE. Aujourd'hui, au niveau procédure accélérée, la possibilité qui est offerte dans le L212-7, c'est la modification. La modification, c'est pour la mise en compatibilité à un document de rang supérieur, donc le SDAGE, la correction d'erreurs matérielles ou l'ajustement des documents du schéma, mais qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale. Ce qui est plus simple au niveau de cette procédure, donc j'ai repris, je vous ai listé les étapes, donc on a quand même la délibération de mise en révision. Cette fois, la nécessité d'évaluation environnementale est examinée au cas par cas, ce qui peut être vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours dans le cadre notamment de l'étude évaluative qui avait été lancée sur les SAGE en septembre 2020 et qui avait duré 1 an et demi, 2 ans, où les acteurs se plaignaient beaucoup d'avoir donc déjà à faire une évaluation environnementale, alors que par définition, le SAGE est quand même un outil de protection et de gestion de la ressource. Mais surtout dans le cadre d'une révision, si on change une règle ou une petite partie du SAGE, refaire une évaluation environnementale, c'est quand même long et laborieux. Donc, cette procédure de modification, elle est intéressante pour ça, parce qu'on a une évaluation environnementale au cas par cas. Si cette évaluation est requise, on a quand même la concertation préalable. Après, on a les étapes classiques avec la délibération de la clé. Au niveau des consultations, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a uniquement le comité de bassin. Après, on retrouve participation du public et adoption du SAGE par la clé et par le préfet. Le problème de cette option de modification, en fait, c'est que les situations de modification sont très rares. C'est-à-dire que certains SAGE ne se lancent pas en révision pour se mettre en compatibilité avec le SDAGE. Disons que c'est un motif qui est parfois pas suffisamment motivant, entre guillemets, pour se lancer dans une procédure aussi lourde. Il vaut mieux attendre d'avoir pas mal de choses à réviser pour se lancer dans ces révisions-là. Sachant en plus que la plupart des modifications qui sont souhaitées, généralement, elles entraînent des conséquences pour les tiers ou elles impactent l'économie générale du SAGE. Donc, très peu de choses, si ce n'est rien, à part la mise en compatibilité au SDAGE, rentrent dans le cadre de la modification. Par exemple, j'ai sorti la phrase du guide d'élaboration des SAGE qui date de 2019, qui dit que dès lors qu'un objectif du SAGE est modifié, il y a remise en cause de l'économie générale du schéma et donc une procédure de révision s'impose. Donc, aujourd'hui, on se retrouve face à ce problème-là qu'il n'y a pas vraiment de vraie révision allégée possible à partir du moment où il y a peu de cas qui rentrent dans la modification. Les SAGE qui parviennent tout de même à avoir une révision dite accélérée, ou en tout cas celle qui prend un peu le moins de temps possible, ce sont les SAGE qui reprennent les étapes uniquement obligatoires de la révision. C'est celle que je vous liste là, c'est la délibération de mise en révision, la concertation préalable, la délibération de la clé, la liste de consultation que je vous ai listée tout à l'heure, l'évaluation environnementale, la participation du public et les adoptions par la clé et par le préfet. Donc aujourd'hui, face à cette conclusion, donc nous on est en train de travailler à la réforme des SAGE qui se basait sur l'étude évaluative, mais aussi sur tout un tas de consultations. Je pense au séminaire SAGE où on avait eu des tables rondes très centrées sur la réforme des SAGE et sur ce qu'il faut changer. Et c'est vrai que cette problématique de manque d'agilité, c'est quand même dommage qu'on mette autant de temps pour élaborer un document et qu'on ne puisse pas ensuite le faire évoluer avec les problématiques du territoire et avec la réalité du terrain. Donc aujourd'hui, déjà, ce qu'on va essayer de faire avec cette réforme des SAGE, c'est de préciser les attentes de l'élaboration, de la révision, de la modification du SAGE. Donc là, j'ai mis en matière de timing, de méthode de rendu, mais en tout cas, au niveau de l'accompagnement, aujourd'hui, ce qu'il y a sur la révision dans le guide d'élaboration de 2019, ce n'est pas suffisant pour accompagner les animateurs de SAGE. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on précise. Donc, le vecteur, ce serait peut-être par un arrêté ou alors par la reprise du guide, de toute façon, qui sera faite dans le cadre de la réforme. Ensuite, la première piste qu'on a actuellement, c'est de faire évoluer cette définition des modifications du L212-7, parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est l'évaluation environnementale qui est examinée au cas par cas.
Et si jamais elle est quand même jugée nécessaire, la révision est accélérée de par les consultations allégées. Maintenant, aujourd'hui, donc avec mon service juridique, on se retrouve un petit peu en difficulté face à qu'est-ce qu'on peut ajouter dans cette définition des modifications. Donc, par exemple, on sait qu'on va ajouter la possibilité d'ajouter des connaissances, de les mettre à jour, d'ajouter des études, potentiellement peut-être permettre la suppression d'une règle obsolète ou d'une règle mal rédigée. Mais en tout cas, il y a un travail qu'on va engager au niveau de la typologie des dispositions du PAGD, parce qu'aujourd'hui, à cause de ces consultations réduites dans le cadre de la modification, dès lors qu'on fait une modification qui touche aux règles alors qu'on a de la conformité au tiers, on peut difficilement quand même se contenter de la consultation du comité de bassin à partir du moment où on a une règle qui s'applique à tous avec portée de code de l'environnement. Donc voilà, aujourd'hui le problème, enfin c'est pas un problème, mais la portée juridique des documents du SAGE, elle rend un petit peu difficile d'élargir, de beaucoup élargir, on va dire, la définition des modifications. À partir du moment où, par exemple, si on ajoute des connaissances, je pense à la cartographie de zone humide, mais que c'est lié à une règle, voilà, on risque d'avoir des problèmes au niveau des consultations allégées. Donc aujourd'hui, voilà, on va engager un gros travail sur cette typologie des dispositions pour voir lesquelles on peut ajouter dans la procédure de modification, qui est une révision très simplifiée. Mais aussi, du coup, on va envisager la possibilité d'une révision partielle, c'est-à-dire chercher tout de même à alléger ce qui passe, on va dire, pour révision accélérée actuellement, c'est-à-dire en faisant uniquement les étapes obligatoires. On va rendre un petit peu officiel dans le code, on va essayer en tout cas cette révision partielle qui permettrait de faire évoluer des éléments importants du SAGE qui ont un gros impact, par exemple une règle, une disposition, tout en allégeant et en raccourcissant en fait la révision du SAGE. On veut en tout cas rendre cette possibilité, rendre le SAGE plus agile là-dessus, concernant la révision. Bonjour à tous, je suis Luc Girardot, je suis coordinateur du SAGE de la Sambre pour le parc naturel régional de l'Avesnois. Donc avant toute chose, je tiens à signaler que en fait, tout ce que je vais vous présenter ici a été mené par mes prédécesseurs, puisque moi je suis en poste depuis septembre 2021. Donc la procédure de modification, moi je l'ai terminée. Toutes les données, vraiment l'acquisition des données techniques, la définition de la procédure ont été réalisées donc par principalement l'animateur précédent, donc, qui était Guillaume Caffier, et son assistante d'études Camille Van de Viver. Donc le SAGE de la Sambre est localisé sur le bassin Artois-Picardie. Il est porté par le parc naturel régional de l'Avesnois. Son périmètre est inclus en totalité dans le périmètre du parc naturel régional, sachant que le parc est à cheval sur en fait deux périmètres de SAGE, le SAGE de la Sambre qu'il porte et le SAGE de l'Escaut qui est porté par une autre structure voisine. Le SAGE est donc suivi par une commission locale de l'eau, une clé évidemment, et il comporte donc un territoire de 122 communes pour environ 200 000 habitants. Donc une population supérieure à celle du parc naturel, puisque le SAGE englobe l'agglomération de Maubeuge, qui ne fait pas partie du parc, et également 17 communes de l'Aisne sur sa partie sud. Les enjeux du SAGE sur le territoire sont liés à des enjeux principalement ruraux, agricoles, avec un territoire qui est bocagé, avec de nombreuses zones humides sur le territoire qui sont souvent soumises à des pressions agricoles par des modifications agricoles, hein, de la mise en culture de prairies, mais également de l'urbanisation. Des cours d'eau qui sont de qualité toujours assez préoccupante, avec un état écologique plutôt moyen, voire parfois médiocre sur la plupart des cours d'eau du bassin.
Un territoire qui est sensible au risque inondation par crue, notamment sur la vallée de la Sambre, mais également des inondations par coulée de boue, érosion, ruissellement, principalement dues aux modifications des pratiques agricoles, hein, la déprise de l'élevage et la mise en culture des prairies. Le territoire de l'Avesnois est connu pour avoir une grande capacité en eau souterraine. On parle souvent de l'Avesnois comme château d'eau naturel du Nord. On évalue à environ 120 millions de mètres cubes disponibles en aquifère. Néanmoins, cette ressource est dégradée par des pollutions diffuses, nitrates et pesticides. Et on a également une problématique quantitative qui commence à poindre depuis quelques années. Donc, les 5 enjeux du stage sont la reconquête de la qualité de l'eau, en premier, la préservation des milieux aquatiques en second, la maîtrise des risques d'inondation, troisième enjeu, le quatrième enjeu, la préservation de la ressource en eau, et enfin, le développement des connaissances, la sensibilisation à la concertation pour la gestion durable de la ressource. Donc, depuis sa mise en œuvre, on peut citer quelques actions phares, notamment en ce qui concerne la reconquête de la qualité de l'eau. Le SAGE a procédé au classement des zones à enjeu environnemental pour l'assainissement non collectif. J'y reviendrai un peu plus loin, puisque ça fait l'objet des modifications. Il a été un acteur principal pour la mise en œuvre du zéro phyto sur le territoire. En ce qui concerne la préservation des milieux aquatiques, on a un travail important qui a été fait sur un inventaire assez précis des zones humides et leur classement en 3 catégories. J'y reviendrai également un peu plus loin. Le SAGE mène une politique assez dynamique en ce qui concerne la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. En ce qui concerne la maîtrise des inondations, après avoir animé avec l'État la stratégie locale du risque d'inondation, le SAGE a permis de lancer un papier d'intention sur le territoire de la Sambre. On parle même prochainement d'un papier complet d'ici 2024. Et le parc, avec le SAGE de la Sambre, porte une animation érosion sur son territoire. En ce qui concerne la préservation de la ressource, le SAGE a été à l'origine de la création des opérations pour la reconquête de la qualité de l'eau, dispositif propre à Artois Picardie, hein, qui permet de développer les programmes d'action sur les aires d'alimentation de captage. Et en ce qui concerne la connaissance et la sensibilisation, on dispose d'un guide sur les espèces exotiques envahissantes qui sera certainement remis à jour prochainement. Un guide sur les pratiques zéro phyto qui avait été déployé également sur le territoire, et également un travail important de sensibilisation et de la prise en compte de l'eau dans les documents d'urbanisme, avec un guide spécifique. Donc, le SAGE de la Sambre est une institution déjà relativement ancienne, puisque après 10 ans d'élaboration entre 2002 et 2012, il est entré en phase de mise en œuvre en 2012. Puis le SDAGE 2016 Artois Picardie est arrivé, et ce qui est fait qu'il est dû rentrer en phase de modification, en tout cas de mise en compatibilité avec ce SDAGE. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'années de travail derrière nous, donc c'est pas une institution récente. Donc effectivement, les modifications dont a fait l'objet le SAGE de la Sambre, en fait, concernent le SDAGE précédent, le SDAGE 2016-2021. Donc, ce SDAGE, effectivement, a été mis en application à partir de 2016, et réglementairement, le SAGE avait effectivement 3 ans pour se mettre en compatibilité, ce qui fait que, en principe, le SAGE de la Sambre aurait dû être compatible avec le SDAGE au 1er janvier 2019. Il n'a pas été si simple. Tout d'abord, le choix de la procédure. Alors, a priori, de nombreux échanges avaient été faits entre les services de l'État et le SAGE.
Et donc, une réponse définitive est tombée en 2018 qui indiquait que le sage de la Sambre pouvait faire ces modifications. C'est passé en procédure de modification pour sa mise en compatibilité avec le SDAGE. Donc, la première étape est effectivement le dossier d'évaluation environnementale au cas par cas. La clé a adressé une première demande d'évaluation, sachant que mon prédécesseur avait transmis un pré-dossier soumis à avis technique, ce qui a permis de leur faire gagner quand même un peu de temps, sachant qu'effectivement les modifications qui étaient envisagées et les zones touchées n'allaient pas nécessiter, enfin il y avait peu de chances pour que ça nécessite de toute façon une évaluation environnementale renforcée. Les modifications portées au SAGE étaient les suivantes, donc l'ajout des zones à enjeu environnemental pour l'assainissement non collectif, la mise à jour de l'atlas des zones humides et l'ajout de nouvelles zones, leur classement en 3 catégories selon les règles du SDAGE, et la mise à jour de règles du SAGE sur les zones humides, mais également sur les zones environnementales, et également après, parallèlement, pas mal de mise à jour des documents, des ajustements cartographiques, principalement sur le PAGD, l'atlas cartographique, et puis la correction de quelques coquilles. Donc, pour la validation de ces modifications, une organisation a été choisie par la CLIC qui était très simple en fait. Soit les modifications n'apportent pas ne nécessitent pas d'arbitrage puisqu'il s'agit de modifications informelles. Dans ce cadre-là, la main est laissée à la cellule d'animation pour réaliser la modification, à les intégrer dans les nouveaux documents. Par contre, certaines modifications plus sensibles, comme les zones à enjeu environnemental et également les zones humides, nécessitaient la création de groupes de travail pour travailler sur les thématiques abordées. Donc, si on revient à l'époque, en 2016, un travail avait déjà été assez avancé en ce qui concernait les zones à enjeu environnemental, ce qui fait que le changement, la modification obligatoire attendue dans le cadre de la mise en compatibilité du SAGE de la Sambre était portée là-dessus. La mise à jour de la cartographie des zones humides avait commencé, mais n'était pas encore aboutie. Et donc, la question s'était posée, est-ce que les modifications peuvent inclure déjà la modification concernant les zones humides? Donc, le choix a été fait de modifier le SAGE sur ces deux aspects principalement. Et ce choix a été le bon, puisque aujourd'hui, on se permet d'avoir un SAGE qui est certes compatible avec le SDAGE précédent, mais qui a quand même pris de l'avance sur le SDAGE actuel, puisque ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, les grandes étapes pour la mise en compatibilité, on voit quand même qu'administrativement, effectivement, c'est plus simple, une procédure de modification qu'une procédure de révision. Néanmoins, ça ne dispense pas des validations techniques et tout le travail qui peut être nécessaire pour intégrer ces modifications. Donc, notamment, un travail assez important sur l'assainissement non collectif entre 2014 et 2016. Et puis ensuite, l'inventaire, la mise à jour de l'inventaire des zones humides et leur classement en 3 catégories, qui a nécessité également quand même un travail sur, on va dire, 2 ans, voire 3 ans, entre 2018, 2019, 2020. La procédure est devenue purement administrative à partir de février 2020. On va dire que toutes les modifications techniques et les intégrations étaient réalisées. Il n'y a plus d'ajustements, mis à part peut-être quelques modifications de coquilles sur des atlas cartographiques, des choses comme ça. Mais disons, à partir de février 2020, il n'y a plus de modifications qui ont nécessité la réunion de groupe de travail. On revient sur des choses. Donc, tout était inclus. À partir de février 2020, on était rentré dans purement une modification administrative et la prise en compte des modifications.
Donc, pour rentrer un peu dans le détail sur les modifications principales sur le SAGE, donc j'ai synthétisé la modification sur les zones à enjeu environnemental sur cette diapo. Donc, il s'agissait de se rendre compatible avec une disposition du SDAGE 2016-2021, la 1.2. Ces zones permettent au SPANC d'identifier les assainissements non collectifs qui sont concernés par l'obligation de mise en conformité sous 4 ans ou 1 an en cas de vente de l'immeuble pour des raisons environnementales, donc des raisons autres que sanitaires. Donc, cette modification a permis aussi d'ajuster le règlement, de prendre en compte la réglementation 2012 de l'assainissement non collectif, et ça permet également à l'Agence de l'eau de prioriser les financements sur ces zones. Donc, au total, on a une cartographie avec un nouvel atlas cartographique qui est intégré dans le PAGD. Là, vous avez un extrait de la carte d'assemblage qui comprend donc 8 sous-bassins versants. On va concerner 63 communes. Et au moment de l'élaboration de cette cartographie, on a recensé 354 installations concernées et potentiellement 467 qui restaient encore à contrôler et à étudier au niveau impact par les SPANC du territoire. En ce qui concerne la cartographie des zones humides, qui est arrivée un petit peu après, donc un nouvel inventaire a été réalisé, enfin un nouvel inventaire, je dirais une mise à jour de l'inventaire qui était déjà existant, tout en sachant que la méthodologie qui avait été validée par la clé au niveau du SAGE de la Sambre était de prendre en compte principalement le critère, enfin même uniquement le critère de végétation. Pas le critère pédologique. Donc, l'avantage, c'est que le SAGE est porté par le parc naturel. Donc, on dispose quand même de pas mal de données d'un point de vue biodiversité, par le fait de l'animation des sites Natura 2000 et le fait également de développement de la connaissance en termes de biodiversité sur le territoire. Ce qui fait que par croisement des données, Natura 2000, agence, les données parcs, les données des conservatoires, on arrive à une intégration supplémentaire de secteurs humides et ce qui permet aussi de catégoriser ensuite ces zones humides. Donc ici, une diapo qui synthétise en fait l'évolution des surfaces de zones humides inventoriées sur le territoire de la Sambre. Donc, il s'agissait effectivement de répondre à l'enjeu du SAGE de préservation des milieux aquatiques. Donc, en intégrant les études et les inventaires qui sont réalisés sur le territoire depuis 2012 et d'améliorer la connaissance sur le territoire. Donc, l'ancienne cartographie présentait un peu moins de 2500 hectares identifiés. Cette nouvelle méthodologie mise en œuvre a permis de prendre en compte 512 hectares de surface supplémentaire, soit quasiment un petit 3000 hectares sur la totalité du SAGE de la Sambre. Alors, par rapport à l'hydrographie locale, effectivement, on peut se dire qu'il en manque. Néanmoins, c'est le fait aussi de la méthodologie d'avoir retenu le critère végétation qui va cibler un inventaire beaucoup plus précis. Là aussi, c'était aussi pour pouvoir les catégoriser plus aisément. Donc, en ce qui concerne le classement en 3 catégories, on a un atlas cartographique supplémentaire qui est venu s'ajouter au document du SAGE. Donc, vous avez ici un extrait de la carte d'assemblage. Donc, on a les zones humides qui sont classées en 3 catégories. Une catégorie A, celle qui représente une biodiversité remarquable, ou en tout cas une fonctionnalité intéressante. La catégorie B pour les zones humides qui restent à restaurer principalement dû à des problèmes de fonctionnalité perdue, soit par des remblais, par du boisement,
ou une perte de biodiversité. Ça peut être une prairie aussi, une prairie qui a perdu toute biodiversité humide suite à peut-être une surfertilisation, des choses comme ça. Et la catégorie C, donc les zones humides à enjeux agricoles, donc c'est les secteurs qui comprennent des prairies humides principalement et qui sont intéressantes pour le maintien de l'élevage en secteur bocager humide. Des ajustements ont été réalisés, des corrections dans le cadre de cette modification sur les documents d'usage initiaux, donc notamment la mise à jour des cartographies. Alors, par exemple, la cartographie d'occupation des sols qui pouvait être mise à jour avec de nouvelles données, mais également tout ce qui concernait la qualité, les cartes de qualité des cours d'eau, les cartes concernant les aires d'alimentation de captage, les installations classées. Voilà. Donc, c'est un travail qui a été mené parallèlement aux travaux de nouveaux inventaires ZEE et ZH. Donc, au final, tous ces documents sont intégrés dans un document mis à jour, donc un nouveau PHGD, un nouveau règlement et un nouvel atlas cartographique. Et en ce qui concerne les validations administratives, les documents définitifs ont été soumis à la clé pour validation définitive donc, le 5 février 2020. Parallèlement, la mission régionale d'autorité environnementale se prononçait sur la dispense d'évaluation environnementale du projet de modification du sage de la Sambre. Et donc, le comité de bassin a délibéré favorablement le 2 juillet 2021, après avoir présenté au comité de bassin les modifications du sage de la Sambre et entériné définitivement ces modifications. Une fois l'avis du comité de bassin, la procédure de participation du public peut être mise en œuvre. Donc, un nouvel arrêté préfectoral de participation du public avait été pris en février 2022. Une participation du public par la voie électronique. Donc, c'est une diffusion de l'arrêté et de la mise à disposition des documents sur le site internet du parc, sur le site Gesto, et une information par journaux d'annonces locales habituels. Il y avait également des documents papier qui sont mis à disposition en préfecture, donc sachant qu'on est sur l'Aisne et le Nord, donc une à Lille, une à Laon, également à la sous-préfecture de l'arrondissement et à proximité de la maison du parc à Maroilles. Donc cette participation du public se fait simplement avec un registre d'enquête publique électronique, pas de commissaire enquêteur. Néanmoins, on se ressent bien que ça n'a pas la portée d'une enquête publique classique, puisque au bout d'un mois, on a constaté quand même une assez faible participation, malgré une diffusion assez importante par nos canaux habituels, hein, la page Facebook, le site internet, une information directe aux 122 communes, une diffusion, plusieurs diffusions tous les membres de la clé. Les points d'accès physiques n'ont pas fait état de visiteurs. Bon, c'est moins étonnant. Les gens ne vont pas se déplacer forcément en préfecture ou en sous-préfecture pour consulter les documents. Et on notait 217 consultations sur le registre numérique. Par contre, seulement, au final, 4 observations écrites, 3 formulées par courriel et une formulée par lettre. Donc, la clé a validé un mémoire en réponse à ces observations en juin 2022, ce qui permettait ensuite d'envoyer le dossier de demande d'approbation complet à la DDTM, qui comprenait donc les documents définitifs du sage modifié, PHGD, règlement, atlas cartographique, le mémoire en réponse validé par la clé, et la déclaration au titre de l'article L122.9 du Code de l'environnement.
qui reprend l'intégralité de la procédure et notamment les conditions de participation du public. Enfin, l'arrêté interpréfectoral d'approbation du stage modifié est tombé le 18 août 2022. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le stage de la Sambre est compatible, mais avec le stage précédent. Ça peut paraître dommage, mais en fait, c'est pas si grave que ça, puisque les points de modification ont permis de prendre en compte les dispositions du nouveau stage, notamment en ce qui concerne les zones humides et les zones à enjeu environnemental pour l'assainissement non collectif. La procédure a été finalement assez longue, c'est même une procédure de modification. Le délai de 3 ans peut s'avérer finalement assez court, puisqu'on a des délais administratifs de validation qui restent assez importants. Il faut continuer à consulter, selon l'ampleur des modifications, consulter pas mal d'acteurs. L'inventaire des zones humides ne peut pas se faire sur un délai très très court. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, notamment en ce qui concerne les acteurs agricoles, qu'il faut mobiliser. Donc ça reste compliqué. Et on peut quand même regretter la faible visibilité de la consultation du public sur une procédure de modification. On n'a pas l'impact d'une enquête publique plus soutenue, avec des réunions publiques et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le stage de la Sambre est en phase de nouveau en phase de mise en œuvre. Et puis on se focalise sur d'autres enjeux, de nouveaux enjeux, notamment le partage de la ressource, la préservation des aires d'alimentation de captage, la lutte contre l'érosion et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, avec certainement en ligne de mire des futures modifications ou révisions du document. Voilà, un éternel recommencement. Voilà, je vous remercie. Alors, donc, je vais vous présenter la révision partielle du sage de la Bièvre qui a été lancée en septembre 2021 pour 2 raisons. Pour protéger davantage les zones humides et pour améliorer la gestion à la source des eaux pluviales. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter le bassin versant de la Bièvre, ensuite pourquoi la clé est amenée à réviser le sage et pourquoi dans cette forme-là, et ensuite revenir sur la procédure de révision partielle avec son calendrier, les temps forts de la procédure et le temps et les moyens qui ont été dédiés à cette procédure. Et ensuite, le point 4, c'est une petite ouverture sur l'application du sage ensuite dans les documents d'urbanisme et sur l'application des projets, puisqu'on on a encore quelques questions sur cette application. Alors, le bassin versant de la Bièvre, la Bièvre, c'est une rivière qui coule au sud de Paris et qui historiquement se rejetait dans la Seine à Paris. Donc, c'est une rivière qui prend sa source au sud de Versailles, dans les Yvelines. Sur 36 km, le bassin versant il représente 250 km². On est sur 5 départements, dont Paris. Et le bassin versant il représente à peu près 1,2 million d'habitants aujourd'hui. Voilà, donc c'est un territoire qui est fortement soumis à la pression de l'urbanisation entre la métropole du Grand Paris sur la partie aval et les opérations d'intérêt national sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur le plateau de Saclay. Voilà, donc avec en même temps une protection forte des dernières zones humides sur la partie centrale du territoire. Donc plusieurs contraintes fortes liées à cette urbanisation. Donc la révision s'est avérée nécessaire en 2021, alors que le sage venait d'être approuvé. C'est un sage assez récent qui a été approuvé en 2017. Mais après 4 à 5 années de mise en œuvre, on s'est aperçu de plusieurs points qui pouvaient bloquer à la fois lorsque la clé était saisie pour rendre des avis sur les dossiers loi sur l'eau. On se rendait compte qu'on avait du mal parfois à s'appuyer sur le sage pour améliorer l'ambition des projets, pour demander aux projets de respecter le sage sur ces 2 volets-là, donc le volet zone humide et le volet pluvial. Et puis on voyait certains projets qui continuaient de ou détruire les zones humides ou
mal gérer les eaux pluviales. Et donc, aujourd'hui, dans le SAGE actuel, sur le volet zone humide, on a un objectif fort de stopper le processus de disparition des zones humides, puisque sur ce territoire-là, qui est assez spécifique, du fait de cette urbanisation notamment, on a moins de 1% de zones humides, ce qui représente à peu près 240 hectares sur le bassin versant. Donc, vous voyez, les taches en bleu sont les zones humides, voilà, les petites pastilles, petits confitis de zones humides qui restent sur le territoire. Donc, dans le SAGE, qui a été approuvé en 2017, il y avait eu cette ambition forte de stopper complètement le processus de disparition des zones humides. Mais la rédaction de l'article numéro 2 ne permettait pas finalement d'atteindre cet objectif-là. Puisque d'une part, donc le premier point, c'est qu'on avait un inventaire annexé au règlement du SAGE qui recensait donc des zones humides inventoriées. Et donc, le SAGE protégeait à travers cette règle uniquement les zones humides inventoriées. Et donc, au moment des instructions de dossier loi sur l'eau, eh bien, si on découvrait une zone humide qui n'était pas inventoriée, eh bien, le SAGE ne permettait pas de la protéger. On appliquait simplement le principe éviter, réduire, compenser. Et donc, évidemment, c'est la compensation qui s'appliquait en priorité, enfin, pas en priorité, mais qui s'appliquait quand même. Le deuxième point, c'est qu'on avait beaucoup de dérogations à cette règle. Voilà, on n'avait que les zones humides inventoriées. Et en plus, sur ces zones humides inventoriées, finalement, tous les projets d'intérêt général, les projets déclarés d'utilité publique, les projets réalisés pour des raisons de sécurité et les projets de restauration des cours d'eau permettaient de déroger à cette règle et d'impacter ces zones humides inventoriées. Et on s'est rendu compte à l'usage que dans les projets d'intérêt général, par exemple, on pouvait avoir beaucoup de projets de logement. Dès lors qu'il y avait une partie consacrée à du logement social, par exemple, ça pouvait entrer dans ces projets-là. Donc, c'était trop large et encore une fois, ça ne permettait pas de stopper ce processus de disparition des zones humides. Et le troisième point, c'est que en cas de destruction, on devait, pour atteindre cet objectif d'absence de perte nette de zones humides, on devait compenser sur le bassin versant de la Bièvre. Mais il y avait une petite phrase en fin d'article qui permettait d'y déroger et de dire que si on n'arrivait pas à compenser sur le bassin versant de la Bièvre, on pouvait compenser à l'extérieur. Et au lieu de compenser à 100%, il fallait juste compenser à hauteur de 150%. Donc, voilà. Donc, du coup, c'était assez facile de compenser à l'extérieur du bassin versant. Donc, encore une fois, cet objectif de stopper le processus de disparition, il n'était pas du tout, accessible. Voilà, donc en pratique, le SAGE permet quand même actuellement de protéger les zones humides, celles qui sont inventoriées, et dans le cadre des dossiers loi sur l'eau, donc toutes les zones humides non inventoriées supérieures à 1000 m², mais qui sont de toute façon déjà inventoriées au SAGE. Donc voilà, c'était ça la plus-value du SAGE actuel, c'est qu'avec cette cartographie, ça permettait quand même de protéger des zones humides inférieures aux 1000 m² qui étaient inventoriées. Quand les PLU se mettaient en compatibilité avec le SAGE, donc ce qui ne représente pas l'intégralité des PLU sur le territoire, eh bien, les zones humides qui sont inventoriées étaient aussi protégées dans le cadre de dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, étaient protégées à ce moment-là, au moment des permis de construire. Voilà, mais donc on s'est rendu compte que la destruction des zones humides se poursuivait malgré ce SAGE, avec des projets qui ont détruit, qui prévoient de détruire récemment 20 hectares de zones humides, par exemple, donc ce qui représente quand même 10% des zones humides du territoire, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Que les zones humides non identifiées n'avaient pas de protection, qu'un projet déclaré d'intérêt général permettait de détruire toutes les zones humides, et que la compensation à l'extérieur du bassin versant ne permettait pas d'atteindre cet objectif de zéro perte nette de zones humides. On a aussi eu des projets qui compensaient une destruction de zones humides inventoriées qui compensaient une destruction de zone humide non inventoriée sur une zone humide inventoriée. Donc là encore, on détruisait des surfaces de zones humides sur le bassin versant. La solution sur ce premier volet zone humide, ça a été cette révision
qu'on a appelé partiel du SAGE, qui n'est pas vraiment réglementé, comme on le disait, qu'on a voulu rapide pour essayer de stopper le plus vite possible ce phénomène de destruction des zones humides. Donc, on a voulu uniquement régler ces petits couacs dans la rédaction du SAGE, de la règle. Donc, ce qu'on a fait évoluer, donc la procédure est toujours en cours elle est toujours en cours. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les zones humides inventoriées, l'objectif, ça a été de protéger les zones humides non inventoriées, toutes les zones humides supérieures à 30 mètres carrés. Donc, c'est le seuil qui a été fixé. Les dérogations, elles ont été limitées aux projets réalisés pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Donc, c'est une notion qui vient de la directive Habitat. La difficulté, c'est qu'elle est définie uniquement par la jurisprudence aujourd'hui. Donc, ça demande une appréciation par les services instructeurs qui peut être un peu délicate. On a rehaussé le seuil de compensation pour inciter la compensation sur le bassin versant, mais sans l'interdire à l'extérieur du bassin versant, puisqu'on a des projets d'ampleur sur le territoire qui, au vu de la destruction de zones humides, ne peuvent pas, de toute façon, compenser uniquement sur le bassin versant. Mais voilà, pour se rapprocher au plus possible de notre objectif de stopper la destruction des zones humides, on a établi 3 seuils de compensation, dont le dernier, donc on part de 150%, on passe par 200 en allant jusqu'à 250% de compensation. Et ce seuil de 250%, il est conditionné au fait que la compensation se fasse à l'extérieur du bassin versant, mais en conservant 150% à minima sur le bassin versant de la Bièvre, donc potentiellement sur les zones aussi inventoriées au SAGE, donc qui sont fléchées et identifiées au SAGE. Donc, sur ce volet-là, le constat juridique, finalement, ça a été qu'il était impossible de protéger toutes les zones humides et de stopper drastiquement le phénomène de disparition des zones humides. Donc, au titre des impacts cumulés, il a fallu nécessairement définir un seuil minimum de surface de zones humides obligatoire. Donc, nous, on a fixé ce seuil à 30 mètres carrés. Et dans le cadre des autorisations d'urbanisme, en fait, il n'y a pas de cadre réglementaire qui permet à un service instructeur de protéger des zones humides non inventoriées, puisqu'on n'a pas, par exemple, de suivi de compensation par les services urbanisme. Ce n'est pas leur travail et voilà, ils ne sont pas formés pour et il n'y a pas de cadre réglementaire qui le permet. Donc, voilà, il y a cette diminution des seuils, que ce soit sur le volet humide ou sur le volet zone humide ou sur le volet pluvial, au titre des impacts cumulés, finalement, il pose des questions par rapport à l'applicabilité de ces règles dès lors qu'on est en dessous des seuils loi sur l'eau. Et c'était aussi des compromis à trouver. Je reviendrai sur la procédure après, mais donc ça fait l'objet d'une longue phase de concertation et de co-rédaction du SAGE préalable. Et donc, aujourd'hui, se pose la question des projets de réhabilitation d'équipements publics qui sont déjà construits en zone humide. Parfois, il y a des besoins de réhabilitation de ces équipements. Et donc, l'idée, ce n'est pas que le SAGE bloque ces projets de réhabilitation. Donc, il se pose la question de comment permettre ces projets-là sans détruire les zones humides. Et donc, il a été permis de compenser à l'extérieur du bassin versant de la Bièvre, même si ça ne respecte pas cet objectif de 0 perte nette de zone humide pour des raisons de projets, notamment d'intérêt national sur le territoire. Sur le volet pluvial, aujourd'hui, on a deux dispositions, 49 et 50 du SAGE. Donc, on n'a pas de règles qui encadrent la gestion des eaux pluviales. Et c'est notamment pour cette raison-là qu'on avait beaucoup de mal au moment des instructions des dossiers loi sur l'eau à faire respecter cet objectif-là qui restait finalement une recommandation et qui n'était pas vraiment prise au sérieux par certains aménageurs. Donc, la première chose qu'on a faite dans le cadre de cette révision, c'est de créer une nouvelle règle pour intégrer la gestion des eaux pluviales avec un objectif
Alors oui, d'abord, non, je vous reprends ce qui est inscrit aujourd'hui dans ces dispositions. Donc, c'est un objectif de 0 rejet, mais sans pluie de référence. La possibilité de déroger à l'abattement de la pluie d'1 mm en 24 heures, donc pas de minimum à respecter, de recommander des ouvrages à ciel ouvert, une gestion gravitaire, mais pareil, ça reste au stade de la recommandation. Et donc, pas de règles, ça je le disais. Donc, le constat, ça a été que le SAGE n'était pas contraignant et ne permettait pas une réelle prise en compte de cet enjeu-là. Donc, voilà, j'y viens. L'objectif, ça a été de mieux encadrer cette gestion à la source des eaux pluviales. D'une part, en précisant la pluie des références associée à l'objectif de 0 rejet. Donc, voilà. Dorénavant, avec ce seuil, on va pouvoir demander, lors de l'instruction des dossiers de loi sur l'eau, aux pétitionnaires de gérer par infiltration et évapotranspiration ces eaux pluviales jusqu'à une pluie de référence. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. On demande d'identifier les axes d'écoulement et les zones susceptibles d'être inondées jusqu'à une pluie de 100 ans. Pareil, un nouveau seuil, donc c'est 2 seuils qui ont été intégrés. On a également interdit de déroger à cette règle en dessous, enfin à cet objectif de gestion des eaux pluviales en dessous des 10 mm. Donc, c'est un abattement obligatoire des premières pluies, des petites pluies, et l'interdiction de créer des ouvrages de stockage enterrés, voilà, sans infiltration préalable. Donc là encore, des compromis, des demandes de dérogation de l'État pour à l'abattement de ces 10 premiers millimètres pour certains projets, notamment les infrastructures de transport collectif et des projets de réhabilitation de voiries structurantes pour permettre notamment des projets de réfection de voiries et éviter que la gestion à la source des eaux pluviales bloque certains projets liés à la sécurité, par exemple, sur les autoroutes. On a dû aussi différencier les objectifs en termes d'abattement sur les territoires amont et aval, puisqu'on a des enjeux assez différents sur ces 2 parties de territoire. Donc, d'où la différenciation de ces seuils entre la pluie de 10 ans et 50 ans sur les territoires. Donc, voilà pourquoi on a été amené à faire cette révision. On a voulu qu'elle soit assez rapide. On s'était fixé 1 an. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait appel à un bureau d'études. On l'a fait en régie. L'idée, c'était de concerter un maximum et de co-rédiger avec les acteurs de l'assainissement, les acteurs GEMAPI, l'État, les aménageurs qui étaient partie prenante aussi à cette révision pour ensemble qu'on arrive à atteindre des objectifs fixés par le SAGE et en même temps que ça soit réaliste sur le territoire. Donc, on a commencé en septembre 2021 en clé. On a délibéré donc, pour la mise en révision du SAGE. On pensait partir initialement sur une procédure de modification parce qu'on avait un objectif que ça soit rapide. Finalement, ça n'a pas été possible puisqu'on allait modifier les règles. Donc, même si c'était une modification mineure, on a dû respecter toute la procédure de révision classique. Comme le SAGE venait d'être arrêté en 2017, ce qui a permis d'accélérer un peu la procédure, c'est qu'on n'a pas dû refaire une évaluation environnementale. En fait, on s'est appuyé sur l'évaluation environnementale qui avait été faite pour l'élaboration du SAGE et qui avait été donc adoptée en 2017. Donc, ça nous a permis d'éviter de relancer un marché avec un bureau d'études pour refaire cette évaluation-là. On a quand même complété en régie l'évaluation environnementale au vu des ajouts qui avaient été faits à ces 2 règles du SAGE. Mais voilà, c'était juste un complément du coup qui a pu être fait en régie. On n'est pas passé, on a fait le choix d'animer nous-mêmes la phase de co-construction et de concertation préalable sans officialiser cette phase. Donc, ce qui nous a permis, une fois la publication de la déclaration d'intention faite, d'initier directement cette phase de co-construction et de rassembler les différentes parties prenantes. Donc, pendant cette première phase, donc ça a duré 6 mois à peu près, donc de novembre à mars. De novembre à mars,
On a réalisé 6 réunions de co-rédaction avec les différents acteurs, donc qui rassemblaient entre 20 et 50 personnes à chaque fois, en visio ou en présentiel. Et 2 autres réunions spécifiques, donc une destinée uniquement aux acteurs de l'aménagement et une destinée aux services des collectivités. Donc voilà, donc ça c'est la phase qui était la plus chronophage, on va dire, la plus, mais en même temps vraiment intéressante parce que ça soulevait des questions, chaque acteur avait des questions différentes en termes d'applicabilité. Par exemple, les services urbanisme ont posé beaucoup de questions pendant ces phases-là. On a été, pendant cette phase-là, accompagné par un cabinet d'avocats, puisque voilà, c'est le seul recours extérieur qu'on a eu pour consolider sur le plan juridique la rédaction qu'on avait construite ensemble. Voilà, donc ensuite en clé, donc on a eu une clé quand même intermédiaire en décembre 2021 pour présenter cette rédaction-là. Suite à cette clé, on s'est rendu compte que c'était pas encore tout à fait, que tout le monde n'était pas encore d'accord sur la rédaction. Donc, on a remis en place, reprogrammé des réunions de co-rédaction. Et finalement, c'est en avril 2022 qu'on a validé le projet de SAGE et son rapport d'évaluation environnementale. Donc, le rapport d'évaluation environnementale qui était le même qu'en 2017. Cette révision partielle, elle a aussi été l'occasion de mettre en compatibilité le SAGE avec le nouveau SDAGE, qui était en cours d'élaboration en même temps, puisqu'il a été approuvé là en mars ou avril 2022. Donc, on a repris l'intégralité des dispositions du SDAGE et du SAGE actuel pour montrer sa compatibilité. Donc voilà, adoption du projet de SAGE en avril. Ensuite, la phase qui suivait, c'était la phase de consultation des assemblées qui a duré 4 mois. Donc là, il a fallu envoyer toutes les pièces du SAGE à l'intégralité des collectivités. Donc ça aussi, ça représente un temps important. Et puis, s'assurer que chaque collectivité ait bien reçu les informations, répondre aux différentes questions. Donc ça, comme on n'a pas fait appel à un bureau d'études, tout était à gérer en interne. Voilà, cette phase de consultation, on a eu 25 avis durant cette phase de consultation. 25 avis, dont 3 avis défavorables d'un aménageur, d'une commune, et puis des points d'alerte. On a ensuite constitué le recueil des avis et le dossier de consultation du public. Voilà, on a répondu, donc suite à cette première phase de consultation des assemblées, on doit répondre aux avis défavorables, donc par courrier, ce qui a été fait. Et ensuite, c'est la phase de participation du public par voie électronique qui s'est déroulée entre novembre et décembre. Donc, on a eu un petit temps d'arrêt puisque, pour différentes raisons, mais on aurait pu aller un peu plus vite s'il n'y avait pas eu des points de friction, notamment avec certains projets. Mais voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à 1 an et 4 mois à cause de ce petit temps de flottement vers septembre-octobre. On a eu notre clé là en décembre pour valider les modifications qui ont été apportées, parce que donc, suite à ces 2 phases de consultation des assemblées et de participation du public, on a ensuite proposé 6 modifications en clé. Toutes n'ont pas été retenues, donc on a dû reprogrammer une réunion, un groupe de travail, en fait, avec certains membres de la clé qu'ils souhaitaient pour redéfinir certains points de rédaction, avec l'État également. Et donc, voilà, suite à ce groupe de travail-là qui a eu lieu cette semaine, on a validé les derniers points de rédaction et on devrait valider le projet de SAGE en fin de mois, là, dans 2 semaines.
Voilà, donc sur les moyens dédiés, je vous l'ai dit, ça a été fait en interne, donc c'est du temps d'agent, et les coûts, ils représentent, ils sont associés uniquement au cabinet d'avocats qu'on avait retenu pour la première phase de rédaction du SAGE, et pour la phase de PPVE, de participation du public par voie électronique, ça demande aussi, et ça c'est vrai qu'on ne l'avait pas anticipé, ça demande une publication dans des journaux locaux et l'envoi de l'avis de publication dans chacune des collectivités. Donc, nous, on a une 60aine de collectivités sur le bassin versant. Donc ça demande à la fois un suivi et des coûts, donc 4 500 €, puisque ça a été fait par une entreprise extérieure parce que finalement, il faut envoyer quand même, aller déposer les avis dans chacune des collectivités. Donc ça, on n'avait pas le temps de le faire en interne. Voilà ce que je peux dire sur la procédure. Et puis, un petit point très rapide sur l'application du SAGE dans les documents d'urbanisme, puisque finalement, le Code de l'environnement permet de définir des seuils dans les règles en dessous des seuils loi sur l'eau. Mais quand en termes d'application, le règlement il est censé être opposable au tiers, mais finalement, si le PLU n'est pas d'abord mis en compatibilité avec le SAGE, le règlement du SAGE en dessous des seuils loi sur l'eau ne s'applique pas réellement au projet. Donc, il nécessite bien cette mise en compatibilité urgente, rapide avec le SAGE. Mais comme il y a 3 mois de mise en compatibilité et que même pendant ces 3 mois, finalement, les PLU parfois ne se mettent pas en compatibilité dans ces délais-là, ça peut prendre, entre le moment où on approuve le SAGE et le moment où la règle est réellement applicable, il peut se passer vraiment beaucoup de temps. Les services urbanisme nous ont fait remonter aussi ce problème-là, qu'il n'existait pas de cadre réglementaire pour instruire les 2 volets, pluvial et zones humides. En dehors des DLE, eux, ils sont pas, les instructeurs des services urbanisme, ils ne sont pas formés pour instruire ce volet pluvial et zones humides. Donc, ça demande des échanges aujourd'hui avec les services assainissement des intercommunalités, par exemple, qui peuvent prendre leur lait et être des appuis pour les services instructeurs en urbanisme. Voilà, tout ça, j'en avais déjà parlé, mais la compensation des zones humides, de toute façon, en dessous des seuils loi sur l'eau, ne peut pas être encadrée réglementairement. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est un petit exemple de la réouverture, de la dernière réouverture de la Bièvre entre Arcueil et Gentilly au parc du Coteau. Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de me croiser, je suis Mathilde Gaston, la coordinatrice du SAGE Vilaine. Et c'est un SAGE qui a entamé depuis peu, depuis en fait presque un an quand même, sa 2e révision. Donc, le contexte, je vais vous présenter tout ça. Au niveau du contexte, donc le bassin de la Vilaine, il est situé à cheval entre les Pays de la Loire et la Bretagne. Il est sur 6 départements, 508 communes, à peu près 11 000 km². C'est l'un des plus grands SAGE d'eau superficielle de France. On a 38 EPCI pour tout ou partie, donc ça fait pas mal d'acteurs concernés. Et on n'a que 8% de nos masses d'eau en bon état. Sur le territoire, on a un SAGE depuis 2003 avec la première commission locale de l'eau installée en 1997. Et puis, on a eu une première révision engagée en 2008, validée en 2013 par la CLE. Et puis, quelques petits soucis de procédure ont fait qu'on a eu un arrêté d'approbation du SAGE en 2015, avec 210 dispositions et 7 articles exactement. Voilà, sur beaucoup de thématiques. Il y a 14 enjeux cités dans le SAGE qui sont... moi, je les ai regroupés en 7 grandes thématiques, qualité de l'eau, milieu naturel, l'aspect quantitatif, gouvernance, sensibilisation, eau potable. C'est classique, en fait, on retrouve quand même toutes les thématiques de tous les SAGE avec quand même un volet littoral, puisqu'on a la baie de Vilaine quand même qui est notre façade sur l'Atlantique. Sur le contexte, voilà, je ne m'attarde pas plus. Les objectifs de la révision, pourquoi réviser le SAGE Vilaine? Donc, on a eu un bilan de la révision fait par un stagiaire en 2021 qui s'est attaché à déjà faire un peu le bilan des actions
des dispositions, et on s'est quand même rendu compte qu'au niveau des dispositions, un certain nombre étaient écrites de manière pas très claire, ou alors qui étaient des principes généraux qui n'induisaient derrière pas vraiment d'action précise, et donc finalement une bonne partie du sage est un peu inutilisable de façon claire. Soit on n'a pas de maître d'ouvrage, donc on ne peut pas demander à quelqu'un de le faire, les actions, puisqu'on ne les a pas fléchées. Enfin, c'est facile de se dédouaner. Et puis, on a aussi des connaissances qui ont évolué sur le territoire. On a eu le PTB Haut-et-Vilaine, la structure porteuse, a mené les inventaires cours d'eau pendant 6 ans sur la totalité du bassin versant. On a également fait la cartographie des têtes de bassin versant. On a eu beaucoup d'améliorations quand même, des études qui ont été portées durant les années de vie du sage. Et puis les évolutions réglementaires à côté, on avait des actions sur les pesticides qu'avec la loi Labbé, on peut écrire les choses différemment. Le nouveau SDAGE qui arrive, chez nous aussi, ça se traduit par l'arrivée de nappes à réserver pour l'alimentation future en eau potable. Donc, il faudra quand même qu'on intègre ces données-là et d'autres également. Et puis, on a des thématiques qui n'étaient pas vraiment traitées. Le président de la Clé insiste énormément sur le fait qu'on a très peu intégré la problématique du changement climatique dans la précédente révision. Sur la thématique assainissement, on n'a quasiment rien, ce qui fait que quand on est consulté sur des dossiers d'avis, finalement, on n'a pas grand-chose à dire parce que concrètement, on n'a pas travaillé sur cet aspect-là. C'est d'ailleurs absent de l'état des lieux précédent. Et puis, le dernier point, on avait la difficulté de mise en œuvre. Enfin, quand j'ai des avis à faire, c'est assez compliqué. Et même, je me dis, pour les pétitionnaires, d'entrer dans le SAGE, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a besoin et nécessité de le clarifier. Donc, on a proposé la mise en révision du SAGE à la clé du 3 février dernier, et on a eu une validation à l'unanimité de cette mise en révision. Plus précisément sur comment on a construit la méthodologie et la façon de faire. Alors, bon, on a lancé la révision, bien sûr, elle n'est pas terminée quand même, en moins d'1 an, ce serait illusoire. Donc, le logigramme de la révision du SAGE que j'ai pu travailler avec le retour d'expérience d'autres animateurs et services de l'État et agences de l'eau. Moi, la contrainte que j'ai, la contrainte politique, c'est d'avoir fini la rédaction des documents en 3 ans. Donc, en partant de là, on a essayé de faire un petit peu le rétro-planning des étapes. Et donc, les points principaux que je peux partager sur la méthodologie, c'est que nous, on a acté qu'on ne le ferait pas en interne, mais qu'on ferait une succession de prestations, puisqu'en interne, on n'a pas les moyens de le faire. Enfin, en fait, je ne peux pas faire la révision en interne. Et le découpage que j'ai proposé, c'est état des lieux diagnostic, une prestation, prospective et stratégie, une autre prestation, participation du public, une prestation à part, et puis une autre sur la rédaction avec un deuxième marché pour la relecture juridique externe pour avoir une indépendance des propositions. Au niveau du budget, on a fait ça plutôt à la louche, on ne sait pas, après, selon ce que l'on va avoir, on avait budgétisé 200 000 € par an sur 3 ans. On ajustera, on verra au fur et à mesure des prestations, si ça suffit ou pas. C'est assez difficile, on est sur un grand territoire, et le précédent SAGE ayant été fait en interne, c'est difficile de pouvoir se baser sur le SAGE précédent là-dessus. Pour la partie implication des acteurs locaux, comme on a un grand territoire, on a décidé de faire des ateliers, thématiques à l'état des lieux. Donc, on a fait 4 commissions en regroupant les thématiques, avec que des acteurs techniques. On était vraiment sur la collecte des données. Et là, sur la phase de diagnostic, on va être sur des ateliers géographiques où on invite les élus, les usagers, les personnes techniques et les services de l'État en fonctionnement un petit peu représentatif de la clé. Enfin, comme la clé est multipartie, on invite dans nos ateliers les multiparties, mais des personnes un petit peu initiées à la problématique, puisque l'idée, c'est de ressortir les enjeux du territoire. Et en parallèle de ça, sur l'association du grand public, on a décidé, la clé a validé lors de la mise en révision du SAGE, de faire une procédure de concertation préalable avec la Commission nationale du débat public. Et on a engagé ça dès février 2022, et on a eu désignation de 2 garantes dès mars 2022, ce qui veut dire qu'on a pu prendre le temps d'échanger et de discuter sur les modalités de participation du public.
Et sur cette participation du public, les garantes nous ont fortement invités, sur un territoire aussi grand et une procédure aussi complexe, de ne pas nous limiter au champ de la participation obligatoire, de la concertation préalable, donc de ne pas nous limiter aux 3 mois obligatoires, ce qui a été validé par la CLE. Et on est sur une participation d'à peu près 1 an entre le diagnostic et la stratégie. Et donc, on a un prestataire qui vient d'avoir le marché sur l'accompagnement à la participation du public. Et sur ce marché-là, on avait clairement, on était sur une attente de demande de proposition des prestataires par rapport à un montant limite fixé dans le cahier des charges, pour qu'en fait, ce n'est pas le prix qui a joué puisqu'ils étaient tous à 2 000 € près. C'était clairement quelles étaient les propositions faites par les prestataires et donc vers quoi nous, on souhaite aller en termes de quelles propositions nous conviennent le mieux pour notre participation du public. Et donc, sur la participation du public en elle-même, on va avoir vraiment la possibilité d'associer les citoyens en parallèle de notre association de technique. On fait 2 démarches un peu parallèles et qui se rejoignent par un moment où forcément dans nos éléments plus techniques, donc le diagnostic, prospective, on va reprendre les éléments issus de la participation du public pour faire des propositions à la clé qui dira si elle prend en compte les propositions ou pas. On a bien cadré, par contre, c'est la clé qui est l'instance de décision. Et enfin, sur cette révision, on a créé un site internet dédié où on a mis tous les documents dessus, toutes les informations. Et puis, on créera un forum avec le prestataire de la participation du public pour que les personnes puissent réagir et donner également leur avis pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer sur les réunions que l'on va organiser. Au final, moi, mon logigramme que je suis, que j'actualise dès qu'il se passe quelque chose, ça donne ça. On a, ici, c'est mon niveau de décision, donc la clé tout en haut, et puis la CP, chez nous, c'est la commission permanente, c'est le bureau de la clé, le comité technique de suivi, et puis on a la concertation vers les acteurs locaux, mais plus connaisseurs du sujet, et le grand public. Les différentes étapes, donc là, on a un marché avec le prestataire SCE sur l'état des lieux diagnostiques. On a un marché avec Palabrio sur la participation du public et je suis en train de rédiger le marché sur la prospective stratégie. Puis, on aura un autre encore qui viendra derrière. Et on a fait nos différentes séances de réunion. Donc, lancement le 3 février, clé de validation de l'état des lieux le 25 novembre, validation du diagnostic prévu le 5 mai. Et sur nos ateliers géographiques dont je vous parlais, on va avoir nos 5 ateliers sur une semaine, sur les 5 territoires, là, dans un peu moins de 3 semaines, du coup. Et sur ces ateliers-là, on est en partenariat, donc c'est SCE qui a fait une sous-traitance avec un prestataire spécialisé de la participation pour avoir des ateliers. Enfin, on va faire des World Café pour recueillir la parole et que chacun échange sur les différentes thématiques du SAGE. Ce que je peux dire de plus, on a un petit peu avancé sur les modalités de définition. En gros, on aura 3 étapes phares sur la participation du public. Au moment du diagnostic, on va avoir plutôt un questionnaire vers les citoyens et vers les lycéens, ce qui permettra de recueillir un petit peu les coordonnées des gens intéressés par le sujet. Au moment de la prospective, on va avoir des ateliers sur les territoires, 5 ateliers comme nos ateliers géographiques pour recueillir la parole des gens sur la vision du territoire. Et avant la stratégie, on aura un grand débat d'approfondissement où tous ces gens seront invités à revenir, un peu comme la conférence citoyenne pour le climat, à venir échanger sur tout ce qu'ils ont pu proposer et faire des nouvelles propositions vers la clé. Grosso modo, ce n'est pas complètement figé et défini, c'est un petit peu les grandes lignes de la proposition actuelle. Donc voilà, bon, ça c'est les étapes qui viendront après. Je ne peux pas encore vous faire de retour d'expérience dessus. Je sais juste que par rapport aux échanges que les collègues ont dit avant sur la consultation du public, on sera en procédure de participation électronique sans commissaire enquêteur également. Mais on se dit qu'avec la concertation qu'on aura menée avant, on aura déjà beaucoup anticipé sur les remarques qu'on pourrait nous faire et peut-être aussi que du coup les gens pourront réagir à la suite parce qu'on les aura mobilisés au préalable.
Sur les freins et leviers que je peux relever, moi, comme ça, c'est que finalement, la révision du sage, elle vient en plus des missions quotidiennes. Et moi, j'ai 5 clés par an, j'ai un bureau tous les mois et j'ai 50 avis de la clé à faire en moyenne par an. Donc, c'est extrêmement lourd, en fait, à porter. Et puis, c'est aussi très difficile de mobiliser parce que tous nos élus, nos techniciens, tout le monde a des plannings extrêmement chargés, compliqués. Donc, c'est beaucoup de relance et des fois, ce n'est pas évident d'avoir les personnes derrière. Il faut avoir beaucoup de pédagogie parce que même si on a un sage depuis 2023, finalement, peu d'acteurs le connaissent vraiment et comprennent ce qu'est le sage. Donc, il faut déjà commencer par les bases, toujours reprendre les bases. Et donc, je le disais, beaucoup de relances, beaucoup de temps passé sur les relances. Sur les leviers, on a la volonté quand même politique ici, en tout cas le président de la clé qui est plutôt présent, malgré aussi son planning très chargé. Et régulièrement, il redit, si on veut que ce soit fini en 3 ans, il faut qu'on avance. Il faut pas. C'est normal qu'on ait des fois des temps courts de sollicitation. On peut pas. On doit tenir les délais. Voilà. Donc, on a cet objectif-là. C'est aussi une opportunité de se faire connaître sur le territoire, puisque là, finalement, on a saisi les conseils de développement, on est allé vers plus d'usagers, etc. Donc, faire connaître le sage dès le moment de la révision, ça permettra aussi, derrière, je l'espère, de pouvoir avoir une meilleure mise en œuvre, une meilleure acceptation, une meilleure connaissance sur le territoire, d'avoir des relais sur le territoire, sur ce qu'est le sage. Et enfin, si on n'avait pas eu les financements de l'Agence de l'eau et des régions Bretagne et Pays de la Loire, je ne pense pas qu'on aurait pu lancer cette révision. C'est aussi une grande aide pour nous. Pour finir sur cette présentation synthétique, moi, si j'ai quelques conseils à donner pour ceux qui se lanceraient là-dedans, quelques conseils, j'ai dit, c'est d'anticiper le maximum possible, parce que tout ce qui sera fait avant le lancement de la révision sera plus à faire pendant la révision. Donc, par exemple, de mon côté, le marché état des lieux diagnostic a été écrit et publié même avant la mise en révision du SAGE, puisqu'on se doutait bien qu'on aurait une validation, et puis au pire, on aurait annulé le marché. On essaye d'avoir un marché rédigé avant, enfin de pouvoir enclencher la prestation. Là, j'essaie d'avoir fini le marché prospective rapidement pour qu'on puisse lancer la prestation prospective dès début mai, en fait, au moment où on va valider le diagnostic, pour qu'on n'ait pas de perte de temps administratif finalement là-dessus. Donc, il faut aussi bien avoir le planning aussi sur tout ce qui est demande de subvention, les échéances, les jalons, pour qu'on ne soit pas pénalisé sur ce genre de choses qui, mine de rien, peuvent faire perdre par ici 2 semaines, et après, on arrive à plusieurs mois, quoi. Il faut aussi toujours bien cadrer le rôle de quelle instance. Là, par exemple, on est en atelier géographique. Le rôle, c'est ça. Vous n'êtes pas décisionnaire, mais vous êtes moteur d'idées pour la clé et c'est la clé qui décide. C'est important pour qu'ils ne se sentent pas lésés, qu'ils ne se disent pas qu'on n'a pas pris en compte leur avis. On ne peut pas prendre en compte tous les avis de la même manière. On ne peut pas mettre tout ce que l'on veut dans le sage. Il y a des décisions, des instances, etc. Donc, bien recadrer ce que fait le sage, ce que fait l'instance et ce qu'elle ne fait pas et qui est décisionnaire. Nous, on n'avait pas le temps d'attendre aussi, comme on a notre objectif des 3 ans avec la volonté politique derrière. Par exemple, on va nous dire ah, mais il y a une étude qui est en cours, elle va se terminer dans 6 mois, il faudrait l'attendre pour l'intégrer à l'état des lieux ou au diagnostic, etc. Nous, on a notre objectif, ce qu'on peut intégrer, on l'intègre, ce qu'on ne peut pas, soit on pourra plus tard, soit on verra si on peut modifier le sage ou pas. Mais en tout cas, clairement, on dit qu'on n'attend pas les autres. Voilà, nous, on avance. Donc, voilà. Et puis, quand on nous dit que quand on consulte sur état des lieux, on a dû donner 4 ou 5 semaines de consultation vers tous les acteurs du territoire. On a fait une sollicitation de 300 personnes, en gros. On nous a dit c'est trop court, on n'a pas le temps, etc. Alors moi, quand je vois, j'ai des dossiers, des fois, j'ai 15 jours pour donner un avis, sachant que je donne 1 semaine au bureau pour réagir sur les propositions d'avis. Bon, voilà, faut prioriser. Tout le monde ne peut pas répondre, c'est sûr, mais on ne peut pas étendre les délais de consultation pour un tel ou pour un tel. En tout cas, politiquement actuellement, c'est ce qui a été acté, que tout le monde est consulté, tout le monde dans le même temps, et que du coup, si on ne peut pas, on ne peut pas, mais nous, on avance. Et je fais toujours une relance sur les consultations 1 semaine avant pour dire n'oubliez pas, on attend votre avis jusqu'à telle date. Et je ne prolonge pas les dates. Voilà.
Sur l'animation à proprement parler, même si on peut avoir un autre point de vue, je pense qu'il faut toujours le rappeler, on est neutre, on apporte des éléments objectifs, mais on ne prend pas parti sur les éléments, même si on aimerait bien des fois, parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, mais il ne faut pas. Ce qui permet d'avoir une reconnaissance de notre statut et d'être accepté par tous les acteurs comme une personne référente qui permet d'avoir la neutralité. Pour moi, je pense que c'est très important de rester objectif. Et enfin, un dernier conseil sur le suivi, c'est de noter tout au fil de l'eau, tout ce qui se fait, et notamment pour la concertation. Donc moi, j'ai un tableau où j'indique toutes les invitations, les consultations, le nombre de personnes qui sont consultées, le nombre de personnes qui s'inscrivent, le nombre de personnes qui viennent, les relances, quand elles ont été faites, etc. Tous les retours reçus, les réponses apportées. Et ça pourra servir pour le dossier de concertation et ça peut servir pour l'évaluation environnementale également derrière. Et aussi en cas de contestation. On a eu, nous, une contestation sur un élément et on a pu refournir, voilà, vous avez été associé à tel moment, vous n'avez pas eu l'occasion de répondre. À tel autre moment, vous n'êtes pas venu. À tel autre moment, voilà. Donc, on vous a associé, vous n'avez peut-être pas pu participer, mais ce n'est pas notre faute non plus. Donc, voilà les éléments que moi, je pouvais partager avec vous sur la révision du SAGE Vilaine.